la famille, bienvenue sur cette nouvelle vidéo de moonwatch.fr. Alors s'il y a bien 3 montres qui font rêver dans l'horlogerie, c'est la Patek Philippe Nautilus, la Audemars Piguet Royal Oak et la Vacheron Constantin Oversea. Mais ce sont des montres qui sont difficilement trouvables, impossibles à trouver en neuf même, on va pas se mentir. Sur le gris, les prix sont devenus complètement fous. Et en discutant avec des amis fans d'horlogerie, on s'est demandé quelles sont les montres qui pourraient remplacer justement ces montres que l'on appelle plus communément la Sainte Trinité, AP, Patek, Vacheron. Et du coup, je vous propose de découvrir ma sélection. Alors vous allez le voir, ce sont des montres qui ne sont pas forcément accessibles, pas forcément trouvables en boutique. Les modèles que je vais vous présenter, ce sont des modèles qui, selon moi, vont être recherchés par les passionnés de montres d'ici quelques années. Et peut-être que les cotes vont monter. D'ailleurs, on verra sur certains des modèles que je vais vous présenter, les cotes ont déjà commencé à augmenter. Pensez à vous abonner à notre chaîne si ce n'est pas encore fait. Mettez un petit like, lâchez votre commentaire. Je réponds personnellement à chaque commentaire, alors n'hésitez pas. Allez, c'est parti. Alors la première montre de ma sélection, il n'y a rien de foufou puisque c'est une Girard-Perregaux Laureato. Moi, c'est un modèle que j'adore. Je possède la version chronographe en 42. J'aimerais beaucoup avoir une version 3 aiguilles en 38. Mais elle commence à être assez difficile à trouver et les cotes sur le marché gris ont déjà commencé à monter. Pour vous donner un ordre d'idée, un chrono Laureato à l'époque, c'était à peu près 13 000 euros. Aujourd'hui, sur le gris, on a fleur les 17 000 euros. Alors, Girard-Perregaux, pour moi, c'est une marque qui est très largement sous-cotée. C'est une marque légitime avec un design sur la Laureato qui fait partie de ces designs typiques des années 70, comme peut l'être la Nautilus, comme peut l'être la Royal Oak et tant d'autres. Avec vraiment son propre ADN. J'aime beaucoup la finesse de la boîte, j'adore le bracelet intégré qui pour moi est vraiment une très très belle réussite, il est ultra agréable, la montre pose super bien sur le poignet. Donc vraiment une très très belle montre. Ce que j'aime beaucoup sur cette montre là, c'est que comme pour la Audemars Piguet 15500, le guichet de date remplace l'index. On ne va pas avoir un moignon d'index ici qui je trouve qui salope le cadran sur les AP, les autres F. Là, pour le coup, je trouve que c'est très très bien intégré. J'adore également le pattern du cadran que je trouve très très beau. Si je devais et si je pouvais en acquérir une au jour d'aujourd'hui, je prendrais sans hésiter cette Laureato en 38 mm avec un cadran brown gold vraiment qui est, moi je le trouve fou ce cadran, je l'adore, je la trouve trop trop belle. Alors la seconde montre de la sélection, c'est une Piaget. Alors j'ai jamais eu de Piaget. Les lignes sont vraiment très singulières. C'est soit on va aimer, soit on va détester. Alors Piaget, c'est une marque qui est notamment connue pour ses bijoux et la joaillerie. Mais ils font également des montres et de très belles montres. Certaines même ont remporté des prix de finesse. On pense tous à la Altiplano par exemple. Qui est juste folle. Moi, c'est une montre beaucoup plus casual, beaucoup plus portable et trouvable puisqu'il s'agit de la Polo Date. Alors la Piaget Polo Date, c'est une montre très élégante dans une boîte ronde, pas de bracelet intégré. D'ailleurs, c'est peut-être un petit peu ce qui lui manque à cette montre-là. Une montre très fine également, là elle est en 42 mm. On va retrouver sur le cadran un guillochage horizontal, enfin des rainures horizontales qui lui donnent vraiment un très beau look. Ça va jouer avec la lumière. J'ai pu la voir en vrai, j'ai pu l'essayer et franchement j'ai été assez surpris et agréablement surpris. Là on va se situer sur une montre aux alentours des 13 000 euros et elle est pas si difficile que ça à sourcer pour le moment. Évidemment, il existe plusieurs déclinaisons de cadrans, de bracelets aussi. Mais ce qui retient mon attention, c'est ce calibre. Le calibre, il est vraiment fou, je trouve. Il est fou par sa simplicité et surtout par l'exactitude de sa réalisation. Je le trouve vraiment très très beau ce mouvement. Là, on est encore une fois sur une montre qui va être fine, on est en dessous les 10 mm, ça doit être 9,2, 9,3 mm d'épaisseur. Sur le poignet, c'est d'un confort incroyable. Et cette montre, elle a comme gros avantage de ne pas être au poignet de tout le monde. C'est-à-dire que vous allez en croiser très très peu. Et pour ceux qui veulent se démarquer et qui en ont un petit peu ras le cul de porter la même Rolex que le voisin, ça peut être quelque chose de sympa. Alors la troisième montre de ma sélection, c'est une Bulgari, la Octo Finissimo. Là, je vous présente la version simple 3 aiguilles avec petite seconde déportée. J'ai eu la chance pendant mon périple à Bruxelles avec les potes tutubeurs
de pouvoir essayer une Octo Finissimo folle, que l'été et tout. Et franchement, ça me conforte dans le choix que cette montre, elle est dingue. La ligne, elle est folle. La montre, en plus d'être ultra plate, elle a eu des formes atypiques. Et sur le poignet, ça a une présence. Moi, j'ai surkiffé. Et j'espère que Bulgari, ça va être une marque qui va rentrer dans ma collection un jour, hein, quand j'aurai gagné à l'euro million, parce que c'est vraiment des montres que moi j'adore. C'était la deuxième que j'essayais et ça m'a encore laissé une superbe impression. Euh, Franchement, quel que soit le cadran, les déclinaisons, même le modèle Chrono GMT que je trouve fou, ils sont vraiment toutes belles. Moi, j'ai une grosse préférence pour la version full titane. Titane un peu sablé, ça donne un look vraiment très moderne, j'aime beaucoup. Les Octo Finissimo, c'est pas si compliqué que ça à sourcer. C'est quelques semaines, quelques mois à peine d'attente. Et le prix n'est pas encore déconnant, puisqu'on est sur 13 000 euros pour une montre quand même qui a remporté certains prix ultra plate, hein. Parce qu'il faut bien comprendre que là, on parle de quelques millimètres à peine, hein. Regardez les photos, c'est juste bluffant. Disons que là, pour moi, c'est carton plein, micro-rotor. Non, franchement, c'est juste magnifique. Je suis grand fan de cette Octo Finissimo. Et je pense que c'est une montre qui, comme les précédentes, est très largement sous-cotée dans la cote du cœur des passionnés. Alors pour la quatrième montre, je vous propose une Chopard Alpine Eagle en 41 mm. Alors Chopard, j'en ai possédé. J'ai eu une 1000 Miglia GTXL qui était bien. Là, sur ces lignes Eagle, on est sur un autre niveau de Chopard, un niveau largement supérieur selon moi. Le cadran de ces montres Eagle, ils sont assez fous. C'est des cadrans qui sont irisés, pas vraiment soleillés, mais qui va jouer avec la lumière. Le cadran est bluffant. Il y a un détail qui me chagrine énormément sur cette montre, c'est la date. Je trouve que l'intégration de la date ici à 4h30, elle est dégueulasse, elle vient un peu niquer la beauté du cadran, ça je le regrette énormément. Sinon j'aime beaucoup la forme de la boîte, de la carrure, je la trouve atypique. Les chiffres romains, je suis généralement pas très fan, mais là je trouve qu'il y a une très belle intégration, on a une excellente lisibilité, et du coup la montre sur le poignet, elle est très belle et très agréable à porter. Encore une fois, on est sur une montre assez fine, donc sur le poignet, la montre est très agréable à porter. C'est vrai que 41, ça peut sembler un peu gros, c'est un petit peu le même problème que sur les Laureato 42. En effet, un diamètre de 39-40, ça aurait été plus passe-partout. Quoi qu'il en soit, cette Chopard, je pense que c'est une montre qu'on va voir de plus en plus parce qu'elle se plaît énormément et de plus en plus de personnes qui sont lassées d'attendre pendant des mois chez d'autres manufactures vont s'orienter sur Chopard. C'est une très belle réussite cette Eagle. Le prix, alors, le prix pique un peu, on est aux alentours des 15 000 euros évidemment. Le bracelet, c'est un bracelet intégré, mais par contre, je suis pas hyper fan de ce bracelet. Personnellement, je la poserais sur un cuir, cette montre, que je trouve vraiment très sympa. Alors, la cinquième montre de nos sélections, c'est une montre d'une marque que j'adore. J'en ai pas. Malheureusement, je n'en possède pas dans ma collection. Il s'agit de Parmigiani Fleurier avec leur modèle de Tonda. Donc, dans des précédentes vidéos, notamment celle où je parlais du GPHG, c'est vrai que le modèle Tonda, il est décliné, mais dans 500 000 combinaisons possibles. On est quasiment autant que sur les digits chez Rolex. Donc ça, c'est un petit peu lassant. Moi, le modèle qui me séduit le plus, c'est un modèle tout simple. Deux aiguilles, date, un calibre micro-rotor. On est sur une montre acier platine. Très belle. Franchement, la montre est magnifique. Elle est très simple et je trouve que c'est dans la simplicité justement qu'on va pouvoir chercher ces détails et c'est cette simplicité qui apporte à la fois le luxe et l'élégance. Donc Parmigiani, j'ai aucune idée des disponibilités en boutique. Je ne peux pas du tout vous dire s'il y a de liste d'attente parce que j'ai jamais été en boutique, je me suis jamais renseigné. Enfin, pas encore en tout cas. Pour le moment, sur le marché gris, la cote semble se maintenir. Ça veut dire qu'on est sur des cotes qui sont plus ou moins prix d'achat. En fonction de l'état, on peut avoir des prix un petit peu plus bas. En fonction des dispos, on peut avoir des prix légèrement plus hauts. En tout cas, c'est assez flat. Pour moi, ça, c'est une montre qui est également très sous-cotée dans le cœur des passionnés. Pourquoi? Parce que c'est une montre qui, au poignet, va être juste dingue. Là, je vous laisse apprécier la qualité, les finitions du calibre. Ce que j'aime beaucoup sur cette Parmigiani Fleurier, c'est son diamètre de 40 mm. On n'est pas sur un diamètre vintage, on n'est pas sur un diamètre moderne, on est sur un diamètre intemporel,
passe-partout. Évidemment, la montre joue avec la finesse. Les composants, les matériaux sont tous de qualité et ça, bah, c'est quelque chose d'assez fou. Alors toujours pendant mon périple à Bruxelles avec les tutubeurs, j'ai pu essayer des Moser et voir les Moser. Et bon, on va être clair, en termes de qualité d'exécution et de fabrication, c'est impec. Il n'y a y a rien à redire, c'est vraiment nickel chrome. Et quelques jours après, j'ai été amené à parler des Moser Streamliner. Et moi, je disais que ces lignes-là ne me plaisaient pas du tout. Je n'aime ni la boîte, ni le bracelet, ni même le cadran avec cette date qui vient un petit peu le saloper. J'aime pas la couronne à 4 heures, enfin bon. Et le collègue avec qui je parlais me disait pourtant c'est des montres qui ont été sold out assez rapidement, qui commencent à être très difficiles à trouver sur le marché gris. D'ailleurs en boutique je suis même pas sûr qu'on puisse encore en obtenir, qu'il y en ait des disponibles. Et c'est vrai que du coup je me suis renseigné un peu et c'est un modèle qui commence à vraiment décoller. C'est-à-dire qu'on va avoir une très belle cote du cœur sur ces modèles et on a de plus en plus de difficultés à les obtenir. Ce modèle, il rentre dans cette mouvance qu'on retrouve un peu sur les modèles de la Sainte Trinité, puisqu'on va avoir une boîte taille raisonnable, on va avoir un bracelet intégré, on va avoir une excellente lisibilité 3 aiguilles date, et un petit quelque chose de plus chez Moser, c'est soit sur le cadran, le détail du vernissage du cadran, soit sur le fumage du cadran. Enfin, il y a toujours un petit truc qu'il y a chez Moser et qu'il n'y a pas ailleurs. Cette Streamliner, j'en suis pas particulièrement fan, mais il faut reconnaître qu'elle a quand même de très grandes chances de se positionner comme étant une des futures must-have collectibles dans le monde de l'horlogerie. Comme je vous disais tout à l'heure, tous les détails sont au poil de cul chez Moser. Là, on peut voir et apprécier ce calibre qui est juste incroyablement beau. Les décorations sont folles. Même le travail sur le lume avec les aiguilles et tout rend bien. Bon, après, c'est des histoires de goût. On aime ou on n'aime pas. Moi, je ne suis pas particulièrement fan, mais c'est à surveiller. Enfin les amis, je pouvais pas terminer cette vidéo sans parler de Chapek avec le modèle Antarctique bien sûr. On va être clair tout de suite, ce sont des modèles qu'il est impossible d'avoir neufs. Et même sur le marché de l'occasion, va déjà falloir lâcher quelques billets pour pouvoir se faire plaisir. Chez nos amis belges de chez Prosper, on a pu en essayer. D'ailleurs, hein, si vous êtes dans le coin vers Bruxelles, n'hésitez pas à aller voir. D'ailleurs, si vous êtes dans le coin en Belgique, n'hésitez pas à faire un tour chez Prosper. Ils ont 2 boutiques qui sont vraiment incroyables, très belles, avec un grand choix de montres, de quoi se faire plaisir. Le personnel, c'est un personnel compétent et passionné. C'est pas toujours le cas chez les AD, hein, vous savez ce que j'en pense. Donc là, par contre, ça vaut le détour si vous êtes dans le coin de Bruxelles. On revient à notre Chapek Antarctique. C'est un modèle que je trouve fou. Bracelet intégré de ouf. Carrure ultra fine, folle. Cadran somptueux avec des reflets de ouf. Non, juste ce qu'il faut. 3 aiguilles date. Pour moi, cette montre, elle est parfaite. Si j'avais un budget no limite, je vais être clair, pour moi, ce serait la montre de mes rêves. Si je ne devais conserver qu'une seule montre, je pense que je conserverais une Chapek Antarctique parce que je les trouve vraiment somptueuses ces montres-là. Bon, Chapek normalement va être capable de produire un petit peu plus dans les années qui arrivent, mais la demande est telle que ça risque d'être quand même compliqué d'en obtenir. Je suis même pas persuadé qu'ils prennent sur liste. À l'heure actuelle, c'est plus sur du réseautage, je pense, pour les obtenir. Mais c'est encore une fois une marque à suivre. Moi, j'ai plusieurs alertes au cas où je pourrais en sniper une sur le gris, mais les prix sont juste fous. Donc, bien évidemment, Chapek va rentrer dans la prochaine quadrilogie des montres de collectionneurs. Donc voilà la famille, ma petite vidéo sur ces alternatives aux Sainte Trinité, AP Royal Oak, Patek Philippe Nautilus et Vacheron Constantin Overseas touche à sa fin. N'hésitez pas à me mettre en commentaire ce que vous pensez de ma sélection. Est-ce que vous auriez sélectionné d'autres modèles ? Lâchez un petit message, ça fait plaisir évidemment, les pouces, l'abonnement, la totale. Hein. Faut faire gonfler la chaîne si vous voulez qu'on vous propose toujours plus de contenu. Sur ce, moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Tchuss la famille!